Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai une passion, beaucoup d'admiration pour les gens qui gagnent leur vie dans ce qu'on appelle les arts vivants. Alors que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, quand quelqu'un monte sur scène, que les rideaux s'ouvrent, tout peut arriver. Hein? Le meilleur comme le pire, on peut vivre des moments de magie et parfois se produisent des drames. Il y a quelques années de ça, il y avait une comédienne québécoise qui, alors qu'elle était en pleine représentation au théâtre, était tombée et s'était cassé la jambe et elle avait continué sur scène malgré sa jambe brisée, malgré la douleur. Tout le monde l'avait vue tomber dans la salle. Et tout le monde était bien impressionné qu'elle continue. Alors évidemment, dès que la représentation s'est terminée, elle est partie de scène, elle est partie du théâtre en ambulance. Mais j'ai une admiration sans borne pour les gens qui prennent des risques en montant sur scène. C'est une longue introduction pour vous dire que mercredi dernier, à la première représentation de la pièce de théâtre Sa dernière femme, au Théâtre du Rideau Vert, Henri Chassé, comédien que vous connaissez bien, qui joue encore le rôle principal, il est tombé de scène. Il a été évidemment emmené à l'hôpital en ambulance. Les représentations avaient toutes été annulées. Ma chère Cybèle, bonjour. Cybèle, allô, Sophie. On a le plaisir d'avoir Henri Chassé avec nous à l'instant pour prendre de ses nouvelles et pour partager cette expérience assez rocambolesque. Henri, bonjour. Bonjour, ça va bien, je vais rassurer tout le monde. Ça va bien. Alors, quand j'ai demandé à Hugo Veilleux, qui est journaliste à la recherche à l'émission, de vous contacter, Henri, je me disais, on a une chance sur deux qui disent non, parce que ce qui lui est arrivé, c'est quand même majeur, il a besoin de se reposer. En plus, vous remontez sur scène ce soir, donc je dois commencer en vous disant merci d'avoir accepté de parler aux auditeurs et aux auditrices de Cube, parce que vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui. Là, tout est bien, là, c'est parfait. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier? En fait, c'est comme si, disons que j'ai manqué une sortie. C'est-à-dire que j'avais une sortie qui est assez près de l'avant-scène, là, mais bon, il n'y a jamais personne qui est tombé de là. Puis moi, j'ai frappé le mur pour vouloir l'éviter. J'ai cogné le mur et j'ai un peu perdu l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre et mon pied a accroché un spot qui était sur le bord de la scène. C'est extrêmement malchanceux. Puis je suis tombé sur la tête dans la salle. Mais j'ai absolument rien d'autre que des vertiges que j'ai eu pendant 2 jours. C'est vraiment extrêmement chanceux, là. Fait que voilà, c'est ce qui est arrivé. C'était assez spectaculaire, semble-t-il, pour les 400 personnes qui étaient là. Moi, je n'ai perdu un petit bout. J'ai attendu quelques instants. Puis, donc, je suis allé à l'hôpital. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans la situation actuelle des urgences, je suis allé à l'hôpital où il n'y avait pas d'attente, à Jean Talon. Wow! Là, vous êtes bien tombé, c'est le cas de le dire? Tomber, la comprenez-vous? Exactement, oui, tout à fait. Oui. Mais on sait que comme comédien, tout peut arriver. Vous pouvez avoir un trou de mémoire, vous pouvez avoir un malaise. C'est déjà arrivé, des comédiens ou des danseurs, quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui a vraiment une crise cardiaque. C'est déjà même arrivé que des comédiens qui meurent sur scène. Donc, relativement, ce qui vous est arrivé, c'est moins grave. Il reste que c'est spectaculaire. Vous, il paraît que vous avez perdu connaissance à un moment donné? Oui, je suis parti pendant 3 minutes, là, je sais pas trop, où tout le monde était autour de moi, semble-t-il. Ils m'ont compté. Et l'équipe ici a été exceptionnelle. Puis tout s'est passé. Mais moi, j'étais pas là. J'étais dans un autre pays, là. Puis quand je suis revenu à moi, il
étaient tous là. Puis là, après ça, comment ils ont agi en annulant un spectacle puis en faisant tout pour que je sois le mieux possible, là, c'était super. Là, Parce que hier soir, ça devait être la première médiatique. La première médiatique a évidemment été annulée. Par contre, vous remontez sur scène ce soir. Ouais. Quel sentiment va vous habiter quand vous allez remonter sur scène ce soir, Henri? J'ai hâte d'avoir fait la première scène, en fait. C'est surtout ça, j'ai hâte d'avoir, cassé la glace, comme on dit. Après ça, ça va aller, là. Mais puis le fait qu'il n'ait pas commencé hier avec la première, peut-être parce que ça aurait été un spectacle un peu étrange, parce que tout le monde du milieu est au courant, tu sais, puis là, ça aurait faussé l'affaire, tandis que là, ce soir, c'est pas tout le monde qui sait, puis bon, là, peut-être avec votre émission, on va le savoir un peu plus, mais c'est pas si, c'est pas la même attitude que les gens ont, tu sais, ils peuvent embarquer plus facilement dans l'histoire, donc, puis juste je veux pas corriger, là, mais c'est pas nécessaire, je un rôle très important, mais le rôle, disons, c'est sa dernière femme qui est jouée par Marie-Pierre Labrec. Quelque chose qui devrait vous intéresser d'ailleurs, parce que avec le livre que vous avez fait paraître, là, c'est vraiment l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est une femme qui s'est interposée, dans le fond, pour que Élisabeth et Marie soient reconnues dans la lignée de... Alors, c'est toute cette démarche-là qu'elle a eue pendant quelques années, qui est racontée dans cette pièce-là. D'accord. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est pas vraiment vous, le personnage principal. Le personnage principal c'est nous est deux, une mais femme. c'est vrai. Ouais. Oui, c'est une femme, exactement. Oui. Voilà, mais c'est très féministe de votre part de corriger une femme qui effaçait les femmes. Donc, bravo, vous avez tout à fait raison de le faire, Henri. Mais avant de parler de la pièce, je veux quand même un petit peu revenir sur ce qui vous est arrivé, parce que c'est sûr qu'on a une inquiétude. Quand on lit ça dans le journal, quand on apprend ça, on se dit, c'est quand même pas de chance, parce que c'est la première représentation. C'est pas la même chose que si vous aviez déjà été sur scène 8 fois. On le sait comment sont les comédiens un soir de première. Il y a une nervosité, il y a une fébrilité. Donc, c'est aussi que vous n'avez pas eu l'occasion de vivre ces premiers moments là, d'excitation d'une première représentation d'une pièce. Quand vous vous êtes réveillé, finalement, après avoir perdu connaissance, c'est quoi la première affaire à laquelle vous avez pensé? Est-ce que c'était de la colère, de la frustration, la chance d'être encore en vie? C'était quoi? À quoi vous avez pensé? En fait, j'étais pas mal mêlé parce que je pensais tout à coup qu'on était en répétition. Fait que là, j'avais l'impression. Puis là, j'étais de dos au public qui était toujours là parce qu'il voulait pas faire évacuer la salle pour pas nuire aux ambulanciers. Donc, moi, je savais plus qu'il y avait du monde dans la salle. Je me suis mis à dire des affaires par rapport à... Je faisais des blagues pour tester mon niveau d'humour, là. Et puis, mais je me souvenais plus de l'année, par contre. En tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Hey, vous étiez confus? Oui, j'avais l'impression qu'on était en répétition. Et je savais qu'est-ce qui s'était passé, là. J'ai un souvenir précis de avant la chute, comme dirait, je pense que c'était un roman, ça. Mais, ouais. En tout cas, un film, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment malchanceux. Et après, au bout du compte, très, très chanceux, là, comme je disais, c'est-à-dire que j'ai mal nulle part. Alors, mais c'est juste qu'il faut faire attention aux éclairages, tu sais, pas les regarder, des choses comme ça, là, des choses de base, tu sais. Mais il faut que vous fassiez attention pour pas être aveuglé par les lumières. Mais je me dis, bonjour, Monsieur Chassé. Moi, je me demande, les gens, c'est la première représentation. Les gens ont dû penser que ça faisait partie du spectacle. Il y a dû avoir un petit moment où ils se disaient, coudon, est-ce que vous en avez entendu parler après? Les gens vous ont dit, coudon, moi, j'y ai cru pendant 2 minutes. Ben oui, on a dû dire à son âge, il est vraiment bon cascadeur. C'était juste un peu trop spectaculaire. D'ailleurs, il y a eu une note de metteur en scène très humoristique qui m'a envoyé une note le lendemain en disant, mais tu sais, peut-être que t'en mets un peu trop à ce moment-là. Mais, ils veulent que vous leur fassiez parce que ça fait réagir. Oui, c'est ça. Henri Chassé tombe de scène à tous les soirs. C'est ça. Non, c'était assez clair parce que Marie-Pierre a crié, puis là, tout de suite, le technicien est venu à mon chevet. Ils ont été super, là, tu sais. Fait que, ouais. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est toujours une des très bonnes questions qui viennent de Cybèle. Donc, parlons de cette pièce, Sa dernière femme. Donc, vous jouez le rôle d'Henri VIII. Pourquoi vous avez accepté? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pièce-là, Henri?
En fait, c'est une pièce, c'est drôle parce que c'est un peu intemporel, c'est-à-dire que on dirait, c'est moderne dans le fond. Ça se passe comme une période moderne, sans que ce soit précis. On se promène pas avec des cellulaires, là, c'est vraiment pas à ce niveau-là, mais des costumes, tout ça. Et puis c'est vraiment comme si elle analysait ce rapport-là entre, il y a plusieurs personnages, évidemment, il y a les deux filles, Marie et Elisabeth. Il y a Tom Seymour, qui était l'amant de cette femme-là, qui a pas pu la marier, évidemment, parce que Henri VIII a mis le grappin dessus. Et c'était l'obsession d'Henri VIII, c'était de trouver une femme qui puisse élever son fils après sa mort. Son fils qui était Édouard, qu'il a eu avec Jane, sa troisième femme. Mais bon, elle s'est décidée, c'est comme un pacte qu'elle a fait avec lui. Elle a dit, OK, mais donnez-moi la possibilité, dans le fond, d'éduquer vos filles, qui avait banni, lui, parce qu'il disait qu'il était né de putain, tout ça. Et a réussi à le convaincre de les réinstaller dans la lignée, dans le fond. Ce qui fait que ces femmes-là ont pu être reines, éventuellement. Donc, c'est une démarche extrêmement importante dans l'histoire de l'Angleterre. C'est cette négociation qu'elle a eue avec lui, dans le fond. C'est un peu ça, la pièce. C'est ça, ça raconte cette histoire-là et aussi l'histoire du couple, dans le fond, là-dedans. Alors, c'est passionnant. Puis pourquoi j'ai accepté? Parce que c'est passionnant, parce que, en fait, les personnages qui sont à la fois plus grands que nature, mais à la fois, le traitement, c'est un traitement comme si c'était un vrai couple, tu sais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe, les coulisses, comment les conversations de chambre à coucher, mais qui ont rapport au pouvoir. C'est assez fascinant. D'ailleurs, ça doit se passer comme ça, je suppose. Oui, des négociations entre François Legault et Isabelle Bray, ça doit passer par là. Exactement. Tout ça, s'il va un peu fort là-dessus, tout ça, exactement. Voilà, oui. Les premières femmes, c'est leur rôle aussi. Mais une pièce de théâtre comme ça, il y a évidemment beaucoup de textes. Est-ce que ce qui vous est arrivé, la chute, vous étiez quand même un peu désorienté au début. Est-ce que ça a affecté? Est-ce que vous avez dû, pour être sûr de remonter sur scène ce soir, est-ce que vous avez dû revisiter le texte avec un réviseur, un répétiteur, pour être sûr de vous remettre le texte en tête? Non, mais c'est une autre bonne question d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'enjeu principal. Non, mais je l'ai fait beaucoup, évidemment. Puis j'essayais de pas le faire tout dans les débuts de la commotion, parce qu'il paraît qu'il faut pas trop se faire aller le cerveau. Mais après ça, je l'ai reposer. C'est ça. Après ça, j'ai travaillé avec Marie-Pierre. Puis là, cet après-midi, on fait ce qu'on appelle une italienne, c'est-à-dire on fait que le texte, là. Oui. Et rapidement, tu sais, et puis mais nous autres, on devient un peu fou sur le texte. On est tout le temps en train de se le dire. Ça fait que c'est pas le. Mais en fait, c'est une question très légitime parce que dans le fond, c'est la chose qui est la plus inquiétante aussi. Oui. Plutôt que les mouvements ou tout ça, mais ça va aller. Heureusement, on sort des répétitions là plus intenses, mais c'est vrai qu'on a un petit arrêt de quelques jours. Ça fait partie des risques, hein, voilà. On va jazzer ça s'il arrive quelque chose. Absolument, mais je suis sûre que ça va bien aller. Alors, évidemment, la tradition, tu le sais, hein, si belle au théâtre, on dit jamais les affaires qu'on dit pas. Donc, merde. Et vous savez pourquoi merde, hein? Ouais. Parce qu'il paraît que c'était parce que les gens allaient à cheval, allaient en calèche, donc au théâtre, puis plus il y avait de merde, plus il y avait eu de monde. Donc, plus c'était un succès. Bon. Alors, je vous souhaite qu'il y ait un gros caca ce soir, qu'il y ait plein de monde, qu'il y ait du fumier, du crottin, que ça sente le cheval au théâtre du Rideau Vert. Je suis sûre que ça va bien aller, Henri. Et c'est sûr que ce sont les risques du métier, mais c'est assez spectaculaire. Donc, vous en tirez avec une commotion cérébrale, mais pas de séquelles. C'est quand même la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle Henri Chassé, comédien, sur scène, de retour dans la pièce Sa dernière femme, qui est présentée au Théâtre du Rideau Vert après être tombé de scène il y a moins d'une semaine. C'est quand même assez rapide de remonter sur scène tout de suite. C'est une pièce de Kate Hennig avec une traduction de Maryse Varda et une mise en scène d'Eda Holmes au Rideau Vert.
Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Si vous aviez pris l'habitude, tous les premiers dimanches de chaque mois, d'aller faire une visite dans un des nombreux musées à travers le Québec, et Dieu sait qu'il y en a, partout au Québec, si vous aviez pris cette habitude-là, vous allez devoir changer vos habitudes à partir du 2 mars. C'est fini. Le gouvernement Legault a décidé de mettre la hache là-dedans. Pourtant, c'était une mesure qui coûtait pas très cher. Mais c'est très décevant. On va en parler avec Stéphane Chagnon, qui est directeur général de la Société des musées du Québec. Monsieur Chagnon, bonjour. Oui, bonjour, Madame Durocher. Ça représente quoi pour les musées au Québec, cette décision de dernière minute, là? Décision qui a été annoncée au cours des dernières heures par le gouvernement, qui prend effet le 2 mars, c'est bientôt. C'est quoi l'impact pour vous, pour les musées? Bien, évidemment, l'impact pour les musées, c'est des baisses importantes de fréquentation, de revenus. On le sait que les musées, la mesure de gratuité les premiers dimanches du mois pouvait amener une affluence de visiteurs qui pouvait correspondre à environ parfois 10, parfois 15, parfois 20% des recettes de fréquentation de toute l'année. Wow. Donc, c'est assez important et c'est évidemment une perte pour... je dirais, pour les publics locaux, parce qu'on sait que la mesure de gratuité amenait dans les musées, c'est une centaine de musées qui profitaient de cette mesure-là de gratuité les premiers dimanches de chaque mois. 60% des visiteurs à cette occasion-là, dans les premiers dimanches, c'était des publics locaux. Mm-hmm. Donc, des gens de la région, de ce musée. Donc, ça profitait à ces gens-là en premier lieu. Il faut comprendre que 400 institutions muséales au Québec. Il y en a une centaine qui bénéficiaient de cette mesure de gratuité-là. Mesure qui était tellement populaire. Au début, elle n'était pas très populaire, cette mesure-là. Si on se rappelle, en 2018, mais progressivement, elle est devenue de plus en plus populaire, de plus en plus connue. Et jusqu'à, disons, l'année dernière, elle a connu une augmentation de la fréquentation de 35% de visiteurs dans les dimanches par rapport à l'année précédente, qui était 2022-2023. D'accord. Donc, en 2023-2024, c'est 35% de plus de visiteurs les dimanches gratuits. C'est énorme. Et c'est important de comprendre aussi que même si c'est pas des sommes faramineuses, là, ce sera jamais le même prix que, mettons, d'aller entendre Taylor Swift à Toronto ou Manoma. C'est pas des sommes énormes, mais le fait que ce soit gratuit, ça amenait aussi sûrement des gens qui habituellement n'allaient pas au musée ou ça faisait pas partie de leur quotidien d'aller au musée. Tout à fait, Madame Durocher. Surtout, je dirais, des gens qui sont moins fortunés, des clientèles, c'est ça, qui ont des revenus moins élevés. Donc, ça permettait cette gratuité universelle-là, c'est-à-dire peu importe la tranche d'âge, peu importe le public, d'amener une affluence dans les musées, dans cette centaine de musées-là. Bon, là, on ne l'annule pas complètement. Ce que le gouvernement propose, c'est de dire, on va la conserver, mais pour la tranche d'âge 19 ans et moins. Et là, ce qu'on dit, nous, à la Société des musées du Québec, 19 ans et moins, vous savez, dans les musées au Québec, les enfants d'âge préscolaire, ils ne payent pas. Oui. Souvent, dans les musées, il y a des tarifs famille. Donc, c'est les 2 parents qui payent, les 2 enfants qui accompagnent, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce qui va être remboursé au musée, là? Pas grand-chose, oui. Pas grand-chose, là. Il n'y a pas grand-chose qui va être remboursé au musée si c'est réservé aux 19 ans et moins. Cette mesure-là. Et parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer, M. Chagnon, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas au courant de la façon dont ça fonctionne, on dit que c'est gratuit. Donc, on se présente quand on est un membre du public, on arrive au musée, c'est gratuit. Mais vous recevez de l'argent parce que quand vous montrez au gouvernement, vous dites, mettons, le premier dimanche, il y a 20 000 personnes qui sont venues dans mon musée. Normalement, ces gens-là auraient payé, je sais pas moi, 80 000 $. Ben, le gouvernement vous donne 80 000 $ pour compenser pour votre gratuité. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de billets payants
qui ont été rendus gratuits ce dimanche-là, ben vous recevrez pas beaucoup d'argent, là. Non, exactement. Comment ça fonctionne, la mesure de gratuité? C'est ça, c'est que la gratuité est offerte à toutes les personnes résidentes du Québec. Ouais. Hein? Donc, tous ceux qui sont touristes hors Québec ne peuvent pas bénéficier de la gratuité. Ben non, Et c'est sûr. Effectivement, le musée qui ouvre 12 dimanches, les 12 premiers dimanches le premier dimanche de chaque mois, ça fait 12 dimanches, ben, il va recevoir une compensation qui est équivalente au nombre d'entrées gratuites que le musée a donné. Mais on s'entend que sur la centaine de musées, c'est les musées qui allaient chercher plus, je dirais, de 49 000 $ en gratuité remboursée. C'était à peu près une vingtaine. Voilà. La plupart, je dirais 80% des musées participants à la mesure de la gratuité recevaient moins de 50 000. Ça pouvait être 5 000 dans les petits musées, 10 000, 15 000, 20 000. Mais un 15 000, un 20 000 sur un budget de fonctionnement d'opération de 400 000, 500 000, c'est significatif pour ce musée. Oublions pas que les institutions muséales au Québec, ce sont des organisations à but non lucratif. Oui. Hein? On n'est pas là à la fin de l'année pour remettre des dividendes à nos actionnaires. On n'est pas une entreprise privée. Non, puis il y a personne qui est riche dans le milieu des musées. Non, exactement. J'aime bien comparer les musées à des bibliothèques, par exemple. Hein? Donc, les musées sont là au service de la population, du public. C'est dans leur mission. C'est la définition reconnue mondialement. Donc, on est au service du public. Et ces sommes-là, ben, c'était pour alimenter la mission. C'est les argents que les musées font. S'il y a des petits surplus qui sont faits, ben, c'est réinvesti dans les expositions, dans les programmes éducatifs. Tout est réinvesti dans les activités qui aident à la mission du musée. Oui, moi j'ai beaucoup de difficultés. Oui. J'ai beaucoup de difficultés à suivre le gouvernement Legault et donc le ministre Mathieu Lacombe dans leur conception du financement des arts et du financement des musées au Québec. Je m'explique. Ils ont créé l'espèce de patente là, de ballon des espaces bleus qui devaient être des lieux patrimoniaux qui étaient dans chaque région là, alors qu'il y avait déjà des besoins criants de musées partout. Finalement, il devait y en avoir 17. Finalement, ça a fait pouette-pouette. Puis je pense qu'il va y en avoir 1 ou 2, là, finalement, d'espaces bleus. Donc, je comprends pas très bien, alors qu'il y a des besoins criants, pourquoi il y a eu cette idée un peu loufoque de faire des espaces bleus. Et en même temps, on nous annonce aussi un musée de l'histoire, un musée national de l'histoire du Québec qui va être financé au coût de 92 millions de $. Puis, on coupe dans un programme. C'est des petites sommes, là. C'est des 50 000 par-ci, 20 000 par-ça. Moi, je la comprends pas. Vous, la comprenez-vous, l'attitude du gouvernement dans le domaine muséal? Écoutez, c'est pas facile, évidemment, de suivre, je dirais, disons, il y a eu beaucoup de péripéties. Et le secteur muséal a vécu beaucoup d'inconnus de péripéties. Les espaces bleus, bon, l'intention derrière était pas mauvaise. On veut remettre à niveau des bâtiments patrimoniaux qui sont désaffectés. Mais en faire des musées, c'est une autre chose. Ben voilà. Il y a des normes de conservation. Un bâtiment patrimonial à l'origine qui date de 100 ans n'est pas conçu pour recevoir un musée. Bon, ça peut se faire, mais ça représente des coûts énormes. Donc là, ces espaces bleus, c'était une fausse bonne idée. Elle a été mise de côté. Heureusement, on a fait marche arrière. Donc, il faut saluer ça. Oui, mais on a fait marche arrière, mais après avoir dépensé quand même des dizaines et des dizaines de milliers de $. Puis je l'ai eu en entrevue ici à Cube Radio, le ministre Lacombe à propos des espaces bleus, puis il a dit on tire la plug parce que sinon, avec l'augmentation des coûts de construction, ça aurait été des sommes complètement folles, ça aurait été beaucoup trop d'argent. Donc, on tire la plug avant que ça coûte trop cher, mais ça avait quand même déjà coûté de l'argent. C'est ça qui est choquant, oui. là.
mais c'est qu'on n'avait pas bien, disons, évalué les coûts d'implanter 17. Ça se prépare d'avance, il faut bien évaluer. Dans la situation financière des musées au Québec, là, dans les 400 musées au Québec aujourd'hui, il y en a 124 qui sont soutenus par le ministère de la Culture. C'est 124. Et ce qui arrive, l'enjeu dans les musées aujourd'hui, c'est que depuis prenons 2016, je connais bien, je suis arrivé à la direction de la Société des musées du Québec en 2016. L'inflation a progressé de 25 %. Alors que les dépenses, alors que les revenus, les subventions, n'ont pas suivi ce 25 %-là. Il n'y a pas eu d'augmentation des subventions ou des revenus de 25 %. Et si vous ajoutez à cela, il y a un manque à gagner. Et ce manque à gagner-là, il s'accroît davantage quand on regarde les coûts reliés à la gestion d'un musée. Par exemple, les coûts d'assurance, les matériaux pour fabriquer des expositions, le transport d'œuvres d'art en région, et rajouter à ça qu'il manque un 10 à 15 % de clientèle dans les musées qu'on n'a pas retrouvé depuis la pandémie. Voilà, 2019, c'est ça, c'est un très bon point. On va devoir se quitter là-dessus, Monsieur Chagnon. Donc, ça fait facile. Ça fait beaucoup de chiffres aussi. Je veux pas noyer mes auditeurs dans les chiffres, mais essentiellement. Non, mais on va rencontrer le ministère de la Culture. Voilà. On va voir avec eux comment on peut travailler ça. Chicanez-les de ma part parce que ma tante Sophie est bien fâchée. Je trouve ça important, les musées, puis surtout, amener dans les musées des gens qui y vont pas régulièrement. Donc, vous direz ça à Mathieu Lacombe. Vous allez dire, ma tante Sophie est fâchée. Merci beaucoup, Stéphane Chagnon. Vous êtes directeur général de la Société des musées du Québec. Merci beaucoup, M. Chagnon. Merci. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Mon prochain invité est musicien et compositeur. C'est surtout un fidèle auditeur de Cube, et ce, depuis, mon Dieu, les tout débuts. Il s'appelle René Grignon, il nous écrit régulièrement, il commente, il collabore. Au tout début de Cube, vous en souvenez peut-être, si vous étiez là dès les tout débuts, il nous faisait parvenir des montages musicaux. C'était très drôle. Mais là, il est passé à la vitesse supérieure. René Grignon, bonjour René. Oui, bonjour. Bonjour Sophie. René, vous êtes passé à la vitesse supérieure parce que depuis plusieurs semaines maintenant, vous nous envoyez non pas simplement des montages musicaux, mais des montages vidéo, parce que vous êtes équipé d'un super méga ordinateur d'intelligence artificielle. Oui. Je fais des expériences, puis tant qu'à faire des expériences, je les envoie pour les montrer, les faire entendre. Avec Cube, à un moment donné, j'aimerais ça que ma prochaine étape, ça va d'essayer de faire une bande dessinée ou une animation avec parce que c'est gênant peu de mettre les visages des gens. C'est un peu gênant, là, des fois. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Quand vous mettez ma face avec le corps de Claudia Cardinal, allez-y, René, il n'y a pas de problème, c'est bon pour mon ego. Vous l'aviez fait avec Benoît Dutrisac et Richard Martineau aussi avec Sophie. Vous avez remplacé les faces dans un film. Oui, c'est ça. Et je le diffuse pas nulle part. Je vous l'envoie à vous autres. Puis vous autres, vous décidez. C'est exclusif. Alors, vous êtes l'artiste maison, dans le fond. Absolument. Voilà, c'est très bien dit. C'est très bien dit, Cybèle. Et Cybèle, elle l'a pas vu encore. Parce que tu me suis gardé la surprise. C'est gardé la surprise parce qu'il y a un petit clin d'œil à Cybèle à un moment donné. Oui, alors, pour nos auditeurs radio, vous allez entendre la chanson que René a composée. Donc, il a fait les paroles et la musique. Oui. Ça s'adresse à Jeff Bezos, évidemment, à cause de ses décisions concernant Amazon. Et pour ceux qui nous suivent avec l'expérience complète, c'est-à-dire l'image et le son, vous allez voir beaucoup de clins d'œil à Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Stéphanie Villeneuve, Cybèle Olivier et moi-même. Oui. On écoute ça. Ça s'appelle... comment ça s'appelle? Bye Bye Jeff Bezos. Jeff Bezos. Bye bye Jeff Bezos. Je me désabonne d'Amazon. Ça suffit pour que tu bosses. Fini les colis de Benoît, c'est Benoît, mais oui. Tu ne vas pas rire de moi. Ça, c'est Richard. Des milliers d'emplois au Québécois. Ça, c'est Benoît qui est le karatéka en chef. Il y en aura, fais-moi confiance. En
Encourageons nos commerces. Sensei Benoît. Encourageons nos commerces. Sors de chez toi, grouille tes fesses. Fais-en la promesse. Bye bye, Jeff Bezos. Stéphanie! C'est Stéphanie Villeneuve! Ah, hey, ok, j'avais pas reconnu le titre. Jeff Bezos. Ça suffit, mon petit boss. C'est toi! Aïe, aïe! Ah, ben oui! C'est toi, c'est super! Je vais me déplacer, je vais les acheter et je les emporte. Bye bye, Jeff Bezos. Oh, la petite face de Jeff Bezos. Encourageons nos commerçants locaux. C'est comme ça que se termine. Mais là, la chanson, la vidéo. C'est toute ta chanson, Oui, tes oui, paroles. mes paroles, c'est, tout ça. J'ai chanté, puis j'ai travaillé ma voix avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui est amusant, c'est au moins de pouvoir tester des choses. Alors, il faut accorder, parce que je chante pas juste, accorder chacune des notes avec le mélodyne qu'on appelle. Ouais. Et alors, à ce moment-là, toutes les notes sont justes. Mais il y a beaucoup d'artistes qui s'en servent du mélodyne pour les disques. Hein? Oui, oui, c'est sûr. Puis quand ils se font pogner, on trouve ça moins drôle, mais c'est intéressant. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir, René, d'abord pour te remercier pour cette vidéo qu'on va évidemment rendre disponible sur nos médias sociaux. Donc, on y reconnaît Richard Martineau, Cybèle Olivier, Stéphanie Villeneuve, Benoît Dutrisac et Bibi. Tu m'as rajeuni. D'ailleurs, j'ai l'air d'avoir à peu près 18 ans et 3/4 dans ta vidéo. Ben, j'essaie au moins de pas... que ce soit pas trop malaisant pour la personne. Oui. Déjà, Benoît Dutrisac en punk, ouais. je me disais peut-être... qu'il va aimer ça. Ouais, je suis sûre que Benoît va aimer ça. C'est pour ça que je l'envoie, puis si vous l'aimez, c'est vous qui décidez de le diffuser à ce moment-là. Mais moi, je le mets pas nulle part. Voilà, donc les gens vont pouvoir le voir en exclusivité sur les différentes déclinaisons comme YouTube, des médias sociaux de Cube Radio. Oh, pardon. Non, t'excuses pas, René. Je veux te parler de ça, de tout ce phénomène de l'intelligence artificielle, parce que cette année, aux Oscars, il y a 2 des films qui sont en nomination, Le Brutaliste et Emilia Pérez. Oui. On a su par inadvertance, en fait, quelqu'un qui est monteur, qui s'est ouvert la bouche et qui a dit que, dans le cas du Brutaliste, il avait modifié la voix des comédiens, dont Adrian Brody, pour améliorer leur accent hongrois. Ah oui, je me rappelle Et de pour ça. Emilia Pérez, c'est la comédienne principale, qui est une comédienne, une femme transgenre. Il a amélioré sa voix pour qu'elle chante mieux, parce que c'est une comédie musicale. Il y a plein de gens qui disent l'intelligence artificielle va trop loin parce qu'on est en train de dénaturer la performance des comédiens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, René? Sophie, je vous dirais que si on regarde tous les films, c'est plein d'effets spéciaux. Si on regarde, j'ai regardé Mission Impossible, le dernier, là, tu sais, la caravane qui était... Bon, alors c'est plein d'écrans verts, d'effets spéciaux. Alors, c'est simplement un outil de plus. C'est comme ça que je le vois, mais la comparaison avec l'écran vert est intéressante parce que l'écran vert, c'est ça qu'on projette à l'arrière. Puis là, les comédiens font semblant qu'ils sont devant, mettons, la Tour Eiffel, puis c'est pas la Tour Eiffel pantoute. Mais ça change rien à la performance du comédien, comprends-tu? Ouais. Alors que quand on dit on va aller modifier la voix de Adrian Brody pour qu'il ait plus l'accent hongrois. Mais moi, je me rappelle quand Meryl Streep, elle faisait des accents, c'était des années de travail, des mois de travail avec un coach vocal. Est-ce qu'on vient pas dénaturer d'une certaine façon? Déjà, quand on écoute un film qui est adapté avec des voix comme française, par exemple, pour un film en anglais, déjà, c'est un peu dénaturé, si on veut. Ouais, le doublage. Le doublage, oui, c'est ça. Donc, moi, ça me... Non, je trouve que c'est un trucage de plus et que, de toute façon, on n'a pas le choix. Et, on est rendu là. On est rendu là. Puis les films, c'est tout truqué, non? Je sais pas, Avatar, Harry Potter. C'est Avatar, il n'existe pas pour vrai. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment des bonhommes verts. Harry Potter, Shrek ça. non plus, il n'existe pas. D'ailleurs, c'est une grande déception parce que moi, j'ai toujours eu un petit crush sur Shrek. Je le trouve cute, Shrek. Tu le trouves cute? Oui, Shrek.
Je l'aime, moi. Il est un peu crotté, mais je l'aime. Je l'aime, Shrek. Mais tu sais, j'aimerais avoir une conversation avec. Il me fait rire. On s'éloigne du sujet, mais je veux revenir à ta vidéo. Donc, toi, tu t'es équipé à la maison de la fine pointe, quand même, de l'intelligence artificielle pour pas si cher que ça. 10 000 $ à peu près. C'est quand même pas si... Oui, c'est sûr que c'est pas l'équipement de professionnels de TVA et tout ça, là. Mais c'est que si on n'est pas équipé comme ça, c'est trop long. Ouais. Comme par exemple, si j'avais fait... Comme là, remplacer un visage, là, ça se fait vite parce que ça roule bien. Ouais. Mais sinon... je ne peux pas passer 6 heures là-dessus. Là. Ah, OK. Donc, moi, je veux savoir, la vidéo qu'on a vue, qui me fait à peu près, mettons, 45 secondes, t'as mis ma face sur la face d'une jeune femme, t'as mis la face de Benoît sur un professeur de karaté. Tout ça, là, tout ce travail-là, ça t'a pris combien de temps? Ça, c'est assez rapide. Les voix, là, les logiciels qui font ça, et il y en a plusieurs sur Internet qui... Même, on peut s'abonner à certains endroits. Là. Ouais. Magic Hour, par exemple. Je m'excuse, il est en anglais seulement. Ben non, c'est pas grave. Puis Face Fusion, et puis tout ça. Alors, il y a des gens qui s'abonnent juste pour rigoler entre eux. Par exemple, de changer... Mettre la face de Trudeau sur la face de Fidel Castro, ce genre d'affaires-là. C'est ça. Ou leur propre visage à eux. Et il y a des gens qui s'abonnent pour ça. Cette facilité-là est inquiétante. Parce que toi, ça t'a pris quelques heures seulement pour mettre la face de Martineau ou la face de Stéphanie Villeneuve, mais était bien intentionné. Oui. Et tu fais ça pour t'amuser et pour le bénéfice. Absolument. Mais quelqu'un de mal intentionné a la même facilité que toi? Oui, exactement, oui. Ça fait peur? Je pense que le seul moyen de combattre ça maintenant, puisqu'on doit vivre avec, c'est de prendre pour acquis maintenant qu'on peut changer les visages des gens et aussi imiter leur voix parfaitement. Leur voix... oui. On peut et c'est ce qu'ont fait certains bandits, là, d'appeler en disant « C'est ton fils qui parle, envoie-moi tant d'argent par Interac, mettons. » Oui. Il y a eu une fraude comme ça. « Envoie-moi de l'argent par Interac. » Alors, la personne, disons la mère ou le père, qui écoute ça puis qui dit « Ah, c'est notre fils, il est mal pris. On va envoyer à tel... Bon, il y a des fraudes comme ça. Alors, la seule façon de s'en sortir, à mon avis, c'est d'en parler et c'est pas être victime de l'ignorance que j'appelle. C'est la seule façon. Parce que si quelqu'un est naïf puis croit qu'on... Tu sais, s'il croit tout ce que... Les fraudeurs vont profiter de son manque de connaissances. Alors, pour résumer, ne croyez rien qui sort de la bouche et du visage de Benoît Dutrisac, parce que ça a peut-être été une image qui a été truquée. Elle va partir une guerre d'émission, elle. René Grignon. Mais j'adore Benoît, je suis même dans son émission, puis toi aussi, t'es dans son émission. Non, j'adore Benoît. On l'aime tous, Benoît. On adore Benoît, mais ce que je veux dire, c'est de façon générale, même si ça a l'air vrai, même si vous pensez que c'est Normand Brathwaite ou Patrice Roy, ou peu importe, vérifiez, c'est vraiment quand même la base. René, continue à nous envoyer des montages comme ça, on adore ça, surtout quand tu mets ma face sur le corps d'une jeune fille de 19 ans et 3 quarts. J'adore ça, ça fait du bien au moral. René Grignon, compositeur, musicien et surtout fidèle auditeur de Cube Radio. Merci. Oui, je l'écoute tout le temps. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, c'est très particulier parce que Rémi Villemure et moi, j'ai l'impression des fois qu'on cohabite dans le même cerveau. Parce que quand je lis le journal, il y a des choses, je fais comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure! » Puis là, 3 secondes après, sur Messenger, Rémi m'écrit en disant « As-tu vu ça, Sophie? Ça n'a pas d'allure! » Ça s'appelle l'amitié. Ah, ça s'appelle l'amitié. C'est très bien dit. Très bien dit. Ben, notre amitié fait en sorte qu'on a tous les deux tiqué. C'est un euphémisme sur un texte du collègue Hugo Dumas de La Presse. Le titre, c'est « Big Brother Célébrité, le malaise d'éliminer des joueurs racisés ». À toi la POC, cher Rémi, pour que je puisse
jouer avec toi et peut-être marquer un but. Ben écoute, on va commencer depuis le début. Big Brother Célébrité, c'est une émission très populaire qui est diffusée sur les ondes de Novo. C'est quoi le concept? Ce sont des célèbres, des célébrités célèbres et moins célèbres, parce que j'ai regardé des épisodes, puis il y a du monde que je connaissais pas en tout là-dedans. Là. Faut dire qu'ils ont peut-être de la difficulté à recruter. C'est pas le public cible, peut-être. Peut-être aussi, mais c'est pas évident comme concept. Ils sont donc enfermés dans une maison, doivent réaliser des défis, former des alliances, et là, c'est celui qui reste à la fin, là, celui qui réussit à conserver sa place, gagne le prix. Et donc, dimanche, il y avait l'émission dans son grand format. Hein. Tous les dimanches, c'est 1 heure, et à chaque jour, c'est des quotidiennes petits formats. Et là, dans cette longue émission-là, on nous annonçait au départ qu'on allait éliminer 2 personnes. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'en a pas éliminé 2. Finalement, on a fait subir l'espèce de supplice de peut-être l'élimination à 2 personnes. Et la deuxième personne, et vous allez savoir c'est qui dans quelques instants, elle lui a dit finalement, tu as une immunité pour encore 1 semaine, donc elle conserve sa place. Mais les 2 personnes qui se sont retrouvées donc au bord du précipice, ce sont des personnes noires. Voilà. D'accord. Et je note que tu dis des personnes noires et non pas des personnes racisées. Non, on parle pas parce que je d'animaux, pense là. que toi et moi, on est de la même religion. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on haït ça, cette expression-là. Racisé, là, ça fait 3-4 ans, les gens disent ça, j'haïs ça, cette expression-là. Ben, j'aime pas non plus l'expression personne noire, soit dit en passant. Moi, je dis québécois. Sauf que dans le cadre de la discussion qu'on a. Propos, voilà, c'est ça. Donc, c'est que le chroniqueur Hugo Dumas dit malaise. Et ce qu'on comprend, c'est que les gens, les concurrents qui se sont retrouvés à force de voter à avoir éliminé Barnève-Valsin et Fabiola, la comédienne, etc. Fabiola, ils se sont rendus compte que, oh mon Dieu, on a éliminé 2 noirs. Ben, oui, puis? Oui, mais regarde bien parce que c'est fascinant comment ça se produit. Donc, dans l'émission, à un moment donné, les candidats doivent protéger des candidats et personne ne protège ces 2 personnes-là. Ces personnes noires, donc, mais pour moi, ce sont des Québécois. Et François Lambert, lui, protège Martin à la place de Barnève et se met à pleurer en disant « Je me sens tellement mal parce que ce sont des personnes issues de la diversité. » Donc, c'est lui qui fait naître cette non-situation-là, parce qu'il n'y en a pas de situation. Il y aurait une situation si les 2 personnes exclues disaient « Ah, vous m'avez exclu parce que je suis noir. » Et là, on aurait cette discussion-là. Mais c'est pas ça qui se produit. C'est que ce sont les gens qui inventent cette situation-là. Mm-hmm. C'est Hugo Dumas qui nous arrive avec une chronique en disant « Ah, le malaise. » Mais le malaise, il n'existe pas si à la base, on n'observe pas ces choses-là. Parce que le malaise, il existe dans la tête des gens pour qui la couleur de peau est importante. C'est exactement et moi, je suis de cette école, et je sais que tu es de la même école que moi, que depuis Martin Luther King, on a appris à juger les gens sur le content of their character and not the color of their skin. Et c'est ça. Tu juges les gens selon ce qu'ils ont dans les tripes et pas ce qu'ils ont sur leur peau. Donc, j'ai l'impression qu'on avance par en arrière. Ah ben, tout à fait. On ne considère les gens, Barnève et Fabiola Aladin, on ne les considère que parce qu'elles sont des personnes à la peau noire, alors qu'on devrait simplement dire, il y a 2 personnes qui ont été éliminées à Big Brother Célébrité, point. À la ligne. Tout à fait. Tout à fait. Puis ces 2 personnes-là, je le répète, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis ils disent « Attendez, mais comment vous pouvez vous mettre dans leur peau? » Et quand on leur demande pourquoi vous avez été éliminés, eux autres même remarquent qu'ils ont failli à certaines stratégies, ils connaissaient mal les règles, ils auraient dû peut-être utiliser d'autres tactiques. Il y a personne, parmi les 2 personnes qui font face à l'élimination, il y en a une qui va être éliminée finalement, Barnève, qui dit « J'ai été exclu parce que je suis noir ». C'est dans la peau, c'est dans la tête de ceux qui les ont éliminés, dans la tête, donc finalement... Dans la tête des privilégiés blancs qui se sentent bien mal à l'aise. Finalement, ça serait pas comme une invention, le wokisme, ça serait pas une invention, ces préoccupations-là, ça serait pas une invention, certaines de ces injustices-là, ça serait pas une construction de l'esprit. Je le dis parce qu'à chaque fois que ça arrive des choses comme ça, je me dis, on aurait pu ne pas en parler. Pas pour taire le sujet. Il n'y en a pas de situation. Il n'y en a pas de phénomène. Il n'y en a pas de controverse. C'est un non-sujet. Et surtout, je m'excuse, mais quand on parle justement de la position des gens qui sont membres de différentes communautés ethniques, il y en a des dossiers. Il y en a des cas de discrimination. Excusez-moi, il y a des gens qui se font refuser un logement parce que ils ont la peau noire
ou parce qu'ils en ont un nom arabe, ou parce qu'ils sont asiatiques, ou parce que ce sont... Peu importe, il y a des cas de discrimination. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire des articles puis tartiner des pages et des pages et des pages et des pages? Écoute, on a fait imprimer ça, ça finit plus. Pour dénoncer des vraies discriminations. Ceci n'est pas une discrimination. Ceci n'est pas un racisme. Ceci n'est pas une oppression. Concentrons-nous sur les vrais cas d'oppression. N'en créons pas là où il n'y en a pas. Puis quelle est la conséquence logique, hein? Maintenant que c'est fait, là, maintenant que ça s'est produit, maintenant qu'on a dit les choses qu'on ne devait peut-être pas dire, c'est que maintenant, quand il y aura quelqu'un de racisé, une personne noire, on va dire attention, hein, on peut pas la faire jouer au jeu comme tout le monde joue, parce que si on l'élimine, quel signal on envoie? Alors Exactement. On infantilise ces gens-là. Alors, et c'est qu'on dit deux choses contradictoires. On dit il n'y a pas suffisamment de diversité à l'écran. Il faut qu'on voit plus de gens issus pour refléter toute la diversité culturelle du Québec. J'en suis. Mais là, une fois que ça c'est fait, une fois que dans une émission, tu as des gens qui sont noirs, des gens qui sont asiatiques, des gens qui sont de transgenres, des gens qui sont des drag queens, quand il arrive quelque chose de négatif à ces personnes-là, on dit « Ah ben, on le sait bien, vous avez fait ça parce qu'il est comme ci puis il est comme ça. » Non, c'est juste parce que si tu acceptes de jouer, de sauter dans la piscine, ça se peut qu'à un moment donné, tu te fasses éclabousser. Pas parce que t'es noir, parce que t'es dans la piscine avec le reste de la gang dans la piscine en train de nager. Tu sais, il y a un an, je ne serais jamais venu te parler de télé-réalité, même depuis que je t'ai vu à ton émission. Oui, c'est ça. Dans le ciel. Voilà. Je suis un fan. Maintenant, oui, on est tous des fans. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci à Hugo. Merci à Jean-Philippe. Et merci à vous. On se retrouve demain. Kid.